Salut les aventuriers, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous emmenons avec nous dans une nouvelle exploration. Mais cette fois-ci, attendez-vous à de la féerie et des légendes en pagaille, car nous partons pour la forêt enchantée d'Uelgoat. Si la Bretagne est une terre où les légendes ne se comptent plus, et où chaque mètre carré est porteur d'une histoire fabuleuse, ces forêts sont un éternel vivier de créatures fantastiques. Située au cœur du département du Finistère, dans le pays de Cornouailles, la forêt d'Uelgoat est le lieu idéal pour se familiariser avec les légendes bretonnes. Uelgoat vient des mots bretons uel, qui signifie eau, et quat, que l'on mute en guat, et qui signifie forêt ou bois. Il faut donc traduire Uelgoat par le bois ou la forêt d'en haut. De nos jours, il s'agit d'une forêt domaniale de 1147 hectares, principalement composée de chênes, de hêtres et de pins sylvestres, perchés entre 80 et 210 mètres d'altitude sur un terrain granitique. La forêt d'Uelgoat est un des restes de la forêt de Brocéliande. Le site est occupé depuis l'Antiquité. Ce que l'on nomme le camp d'Artus était en fait un oppidum, comprenait un site celtique fortifié qui devait être habité par la tribu des Ossismes qui s'était liguée avec d'autres tribus celtiques de l'antique armorique contre l'invasion romaine. Le site continue d'être utilisé à l'époque gallo-romaine. L'oppidum était grand de 35 hectares. On considère Uelgoat comme étant la première véritable ville construite dans l'actuel Finistère. Au Moyen-Âge, l'oppidum deviendra une place forte qui portera le nom de Château d'Artus. Le site est depuis définitivement associé à la légende du roi Arthur à travers les restes du site fortifié et d'autres endroits de la forêt. Le camp d'Artus a fait l'objet de fouilles archéologiques en 1938, conduite par Sir Mortimer Wheeler, mais on peut déplorer le peu de recherches récentes sur l'histoire de ce site dont les origines restent quand même très mystérieuses. Le camp d'Artus n'est toujours pas classé au monument historique non plus. Uelgoat fut, au temps du duché de Bretagne, une grande place de foire et de marché située sur un axe permettant de rallier l'ouest à l'est de la Bretagne. Uelgoat fut largement exploité pour ses mines de plomb argentifère, et ce depuis l'âge du bronze. C'est d'ailleurs pour les besoins de la mine que fut créé le lac d'Uelgoat à l'entrée de la forêt au XVIe siècle. Au XXe siècle, Uelgoat est réputé pour son marché et ses écoles. Et ce sont ces écoles qui favoriseront l'essor de l'usage du français dans cette région du centre-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la situation isolée géographiquement et le cadre ô combien pittoresque des lieux permettront à Uelgoat de conserver toute la beauté de son âme celtique. Au XXe siècle, elle s'impose rapidement comme un lieu incontournable du tourisme en Bretagne, en grande partie grâce à sa forêt légendaire. Notre aventure dans la forêt commence par le moulin d'Uelgoat, dont l'une des portes mentionne l'année 1339. On est sous le règne du duc Jean III. On dit qu'à la nuit tombée, on peut y rencontrer les lavandières de nuit, créatures incontournables de la mythologie bretonne. Ces revenantes, condamnées à nettoyer du linge toute la nuit, sont annonciatrices de mort. Elles peuvent vous casser un bras si vous refusez de les aider à essorer leur linge. Les rencontrer est une des pires choses qui puissent vous arriver. Le chaos du moulin, cet incroyable amas d'énormes rochers de granit, sont, dit-on, l'œuvre de Gargantua, le géant de l'écrivain Rabelais, qui les a jetés de rage pour se venger d'avoir été mal reçus par les habitants d'Uelgoat. Une autre légende sombre entoure cet endroit, celle de Dahu, fille du roi Gradlon. Gradlon était le roi de Cornouailles et le fils du premier roi légendaire d'Armorique, Conan Mériadec. Sa fille, Dahu, fit construire la ville d'Is, une des villes les plus fabuleuses de la mythologie bretonne. On dit que Dahu menait une vie faite de plaisir et qu'elle fut à l'origine de la submersion de la ville d'Is à cause de tous ses péchés. Ce personnage est très intéressant pour comprendre l'histoire du paganisme celtique et du christianisme en Bretagne. On vous en reparlera sans faute. À Uelgoat, on dit que la princesse jetait ses amants d'un soir dans ce gouffre pour les noyer. Ne vous y aventurez pas trop la nuit.
Mais descendons un peu dans les entrailles granitiques de la Terre pour découvrir la sombre grotte du diable. Cet endroit est plein de légendes diverses et anciennes. Il faut d'abord associer ce lieu à la légende de Sainte Victoire. Sainte Victoire est l'ancienne patronne d'Uelgoat. Comme beaucoup de saints du début de l'époque chrétienne, on dit qu'elle aurait vaincu un dragon caché dans une grotte. Certains pensent qu'il s'agirait de cette grotte-ci. Une autre légende hante toujours la grotte, celle d'un paysan qui aurait échappé aux Chouans, les insurgés royalistes, en trouvant abri dans cette grotte. Quand les Chouans seraient entrés dans la grotte, ils l'auraient trouvé arborant un chapeau couvert de plumes rouges, une fourche à la main, et se seraient alors écrié « Au diable !» d'où le nom de l'endroit. On dit aussi que ce fut une des caches de Marion du Faouët, qui fut à la tête d'une troupe de brigands qui sévit dans toute la Cornouaille dans la première moitié du XVIIIe siècle. Notre périple dans la forêt de chênes et de boules de granit nous mène à la roche tremblante. On peut penser que cette immense pierre appartenait à l'origine à un complexe architectural néolithique, comme c'est le cas des sites mégalithiques bretons, ou bien datant d'une période plus récente comme pour les camps d'Artus. Mais dès l'arrivée des Celtes et jusqu'à aujourd'hui, ces immenses rochers ont donné lieu à tout un tas de légendes riches et variées. On y voit le repère des fées et des korrigans, ces lutins bretons répartis en un nombre infini de tribus aux caractéristiques très différentes et bien marquées. La roche tremblante d'Uelgoat a la caractéristique de pouvoir osciller légèrement selon comment on se positionne. L'attrait des visiteurs pour cette énorme pierre vient du fait que d'habitude, les menhirs et dolmens sont immobiles. Cette roche étant une des seules à bouger légèrement, elle attire des foules de touristes en permanence. Il en va de même pour des endroits similaires de la forêt comme le Champignon ou le Ménage de la Vierge. Dans ce dernier endroit, on dit que l'on peut y distinguer des ustensiles de cuisine pétrifiés dans le granit comme une baratte à beurre, une louche et un soufflet. L'endroit dispose ici d'une fontaine dite miraculeuse. Il s'agit d'une pierre à bassin rempli d'eau toute l'année. On attribue des vertus curatives exceptionnelles à ces eaux féeriques. Nous continuons notre périple dans la forêt en suivant le cours de la rivière d'argent qui sillonne entre ces énormes boules de granit. La rivière d'argent, aussi appelée Steyrblom en breton, ce qui signifie la rivière de plomb,
tient son nom des mines de plomb argentifères d'Huelgoat. Et quoi de plus celtique que de grandes pierres moussues et des chênes au cœur d'une forêt où coule une rivière. Les pierres en Bretagne ne sont pas des êtres non vivants. Les pierres ont une âme. Il existe plein de légendes sur la formation des menhirs et des dolmens. La légende de Saint Cornélie raconte que les alignements de Carnac seraient des soldats romains pétrifiés ou bien des païens récalcitrants. En tout cas, les pierres ont une vie, et la nuit, elles se déplacent souvent pour aller s'abreuver. On dit que sous ces énormes colosses de granit sont cachés des trésors inestimables. Nombreux sont ceux qui, à la nuit tombée, ont tenté d'aller le trouver, mais, faute d'avoir été assez rapides, se sont fait écraser par les pierres à leur retour. En longeant le dit parcours des amoureux, on arrive rapidement à une première étape, où dit-on, les fées viennent s'admirer dans le reflet de la rivière d'argent. En empruntant un sentier, on aboutit à la grotte d'Arthur, où l'on dit que le roi légendaire des Celtes serait venu se reposer avec ses plus fidèles chevaliers de la table ronde. La forêt d'Huelgoat, à l'instar d'inestimables lieux en Bretagne armoricaine, est étroitement associée au cycle arthurien, tout comme aux légendes plus récentes. Un petit menhir indique que nous arrivons à la mare au sanglier. Partout, la légende de Dahu est présente. On dit que la rivière était liée à la ville d'Is et qu'une fois la ville légendaire engloutie, Dahu serait venu hanter la forêt sous la forme d'une sirène vivant dans les eaux de la rivière à la recherche de nouveaux amants attirés par le chant mélodieux de la princesse. La forêt est immense et regorge d'un nombre inestimable de légendes. Derrière chaque chêne, chaque bloc de granit, se cachent des korrigans et des fées conservant jalousement la mémoire de tous les personnages et événements fantastiques ayant façonné la forêt. Chaque lieu est une porte pour l'autre monde. Évidemment, derrière chaque curiosité naturelle et géologique, il y a une explication scientifique et une légende associée. Libre à vous de vous laisser convaincre par la science ou transporter par le rêve. En ce qui nous concerne, nous avons préféré le rêve. Nous avons choisi d'ouvrir une à une les portes de l'autre monde dont la Bretagne a le secret. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.